Le jour où le débat sera dépassionné et se tiendra aussi sereinement que pour n'importe quel point de vérité historique, ce jour-là, la solution sera en vue. Tout de suite, Atatürk, le père des Turcs, despote éclairé et initiateur de la République. Oh! Regardez là-bas! Wow! Quelle belle bête! Féroce. Venez vivre un vrai spectacle. C'est vrai qu'au départ, notre Corolla Verso, on la voulait rouge, mais bon, on l'a prise en noir, comme ça va avec tout. Je voulais une grande voiture pour les enfants, et il fallait aussi qu'elle soit pratique, avec beaucoup de place. Et j'adore tous les équipements de ma Corolla Verso, et je voulais qu'elle respecte l'environnement, c'est important aussi. Enfin, je l'adore, quoi. On l'adore, notre Corolla Verso. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? T'as mal à la tête? Non. Toyota Corolla Verso, nouvelle motorisation D4D Clean Power, le diesel propre par Toyota. Profitez de 2200 € d'avantages clients sur la Toyota Corolla Verso Linea Techno. Antarctica. Tu suis ou tu passes? Traduction. Je préfère passer. Malgré tous les dangers, le guide Jerry Shepard va tout tenter pour sauver ses 8 chiens de traîneau livrés à eux-mêmes en Antarctique. Une incroyable histoire d'amitié. Antarctica avec Paul Walker, maintenant en DVD. Derrière chaque projet, il y a des hommes et des femmes qui bâtissent, qui façonnent, qui créent, qui planifient. Et derrière toutes ces énergies, il y a des hommes et des femmes qui trouvent des solutions financières pour que ces projets puissent exister. Ce sont les experts de Natixis. Natixis, la banque d'investissement et de projets. Bientôt, vous pourrez en devenir actionnaire. Émouvant, fascinant, déroutant. C'est en novembre sur Planète et jamais le monde n'avait été aussi grand. Tempête du siècle, monstre hollywoodien, naufrage du Titanic, Airbus A380. Pendant toute une semaine spéciale, attrapez la folie des grandeurs. Découvrez l'incroyable avance technologique de l'Antiquité. On pourrait appeler cet objet un ordinateur. La dernière intifada a durci le ton. Vivez la fracture Israël-Palestine au poste de contrôle. Filmez ça, montrez comment ils nous traitent. Revivez les 5 derniers jours du départ des Israéliens des territoires occupés. Avec Christophe Ondelat, retrouvez des criminels tristement célèbres comme Simone Weber. C'est le diable en personne. Bienvenue dans Planète Société. Avec Samuel Etienne, ouvrez 3 grands dossiers d'actualité. L'exploitation des enfants à travers le marketing des grandes marques. Bonjour, palais de la femme. J'ai cru que j'allais mourir. Violence conjugale. La violence conjugale qui touche bien plus de ménages qu'on ne croit. Le sida, de la recherche du vaccin au procès de la contamination. Par amour, on peut pas tuer l'autre. Revivez les événements du XXe siècle qui ont bouleversé l'ordre mondial. Nous avions réussi à fabriquer la bombe. Jouez les aventuriers du bout du monde et goûtez à la douceur des derniers paradis sur Terre.
Savourez le meilleur miel du monde et l'aventure de 2 apiculteurs au large du Yémen. C'est plus Socotra qu'on devrait l'appeler, c'est l'île au miel. Nagez dans le luxe, le calme et la volupté avec ceux qui fabriquent le rêve et ceux qui en profitent. Le luxe est avant tout une intelligence. En novembre, sur Planète, offrez-vous le meilleur de la découverte. Nous sommes aux confins de l'Europe et de l'Asie, à Istanbul, la capitale d'une Turquie dont l'un des visages ressemble de plus en plus à celui des pays occidentaux. Une Turquie que Mustafa Kemal, qui la conduisit sur le chemin de l'indépendance et du développement, voulait résolument ancrer dans la modernité. N'est-ce pas d'ailleurs au nom de son héritage kémaliste que la Turquie frappe aujourd'hui à la porte de l'Union européenne ? Voici Mustafa Kemal Pacha, président de la République turque. N'est-ce pas toujours en vertu de l'héritage kémaliste que depuis le 11 septembre 2001, la Turquie sert de référence à l'impératif démocratique imposé par les dirigeants occidentaux aux pays de culture musulmane? Alors, qui fut Mustafa Kemal pour avoir fait de la Turquie le premier pays musulman, républicain et laïque? Mustafa Kemal naît en 1881 à Salonique, au sein d'une famille modeste qui lui fait suivre, dès l'âge de 7 ans, un enseignement exclusivement militaire. L'Empire ottoman est alors un homme malade. Sujet aux appétits des grandes puissances, il est menacé par les revendications d'autonomie des nationalités qui le composent. Alors qu'il fréquente les académies militaires, institutions les plus modernistes et les plus patriotes, germe chez Kemal l'idée qu'il est investi d'une mission historique, mettre fin à la décadence. Mustafa Kemal, avec ses camarades, lisait en cachette des poésies patriotiques, il faisait circuler des textes qui étaient interdits, et il y avait donc tout un courant souterrain, si vous voulez, d'opposition au régime d'Abdulhamid, donc à l'autoritarisme du système. Il contestait le pouvoir autoritaire du sultan, le fait qu'il n'y ait pas de liberté d'expression, le fait qu'il y ait des envois en exil, qu'il y ait une censure qui se soit abattue sur l'Empire. Et donc on peut dire que la plupart des écoles, et notamment l'école de guerre, étaient des foyers de libéralisme et de patriotisme. En 1908, le comité Union et Progrès prend le pouvoir. C'est la révolution jeune turque. Encore appelée unioniste, cette branche des jeunes turcs restaure la monarchie constitutionnelle suspendue par le sultan Abdulhamid. En 1909, les jeunes turcs détrônent le sultan qui est remplacé par Mehmed V. À partir de 1913, le gouvernement jeune turc est dirigé par le triumvirat Enver, Cemal et Talat. Mustafa Kemal a alors 27 ans et compte parmi les officiers révolutionnaires influencés par les Lumières et la Révolution française. Il est vraiment très représentatif d'une génération de jeunes Turcs, donc soldats, bien éduqués, francophones, occidentalisés, mais avant tout nationalistes. Mais Kemal suscite la méfiance de certains jeunes Turcs qui l'éloignent en le nommant à des fonctions militaires dans des provinces reculées de l'Empire. Kemal est ambitieux. Il supporte mal d'être ainsi écarté du pouvoir. Il s'oppose au leader Enver Pacha, qui constitue un obstacle à son ambition personnelle. Enver Pacha, de toutes les manières, n'accepte aucune concurrence et avait une politique de terre brûlée au sein même de l'armée. Autrement dit, il se considérait comme Napoléon, mais il n'était pas seul. Mustafa Kemal aussi se considérait un peu comme un Napoléon. Enver a eu une carrière très brillante. Il a été ministre de la guerre extrêmement jeune et il était aussi beaucoup plus connu.
Mustafa Kemal se sent moins bien loti, défavorisé, parce que Enver réussit sur le plan militaire, sur le plan politique. Il épouse une fille du sultan, il devient donc ce qu'on appelle damat, et ce n'est pas le cas de Mustafa Kemal. Et puis Mustafa Kemal est convaincu que son choix sur la politique, sur l'alliance allemande, sur un certain nombre d'autres critères sont les bons. Alors en fait, on ne l'écoute pas, on ne le suit pas. Et donc il a l'impression d'avoir raison et de ne pas être suivi dans ses bien-fondés, ses analyses. Et donc c'est sûr et certain que ça le conduit à des comportements de jalousie et de frustration à l'égard d'Enver et à l'égard d'autres unionistes. Et il s'en souviendra ultérieurement quand il aura triomphé des autres unionistes au début des années 20, au moment de la création de la République. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, l'Empire ottoman se range aux côtés des Allemands. Au printemps 1915, alors que le gouvernement jeune turc se déshonore en perpétrant le génocide arménien, Mustafa Kemal ne participe pas au massacre. En 1919, il les qualifiera de catastrophes commises par les jeunes Turcs. Plus tard, il refusera de reconnaître la réalité du génocide arménien. Au moment des tueries, il participe avec habileté à la défense du détroit stratégique des Dardanelles. En 1918, à 37 ans, Kemal est élevé au rang de héros national, tandis que sous la conduite du gouvernement jeune turc, l'Empire est défait. Au moment de la signature de l'armistice, l'Empire est dans un très mauvais état. L'Empire est sous contrôle complet ou majeur des Alliés. Et le jour où Mustafa Kemal revient à Constantinople, il voit embosser dans la rade toute la flotte alliée, et donc pour lui c'est vraiment un symbole d'une situation qui est pour lui inacceptable, de voir son pays et sa capitale occupés par des forces alliées. C'est un général victorieux dans un empire qui est défait. Il est un général victorieux parce qu'en fait, il a remporté quelques victoires au cours de cette guerre, à commencer bien entendu par les Dardanelles, bien qu'il n'ait pas été le seul, si vous voulez, comme a essayé peut-être de le montrer après coup l'histoire officielle. En octobre 1918, l'armistice de Mudros signe le dépaissement de l'Empire. Révolté, Kemal tente en vain de provoquer la constitution d'un gouvernement nationaliste. Responsables de la défaite, les membres du gouvernement jeune turc prennent la fuite. Pour Kemal, c'est l'occasion de jouer le rôle auquel il aspire depuis longtemps. Malgré la débâcle, il a déjà en tête de mettre fin à l'Empire et de proclamer la République. Au moment de l'armistice, les armées turques ont été démobilisées et il est envoyé par le sultan, donc en mai 1919. Il a en quelque sorte une mission officielle, si vous voulez, du gouvernement ottoman qui a été mis sur pied après l'armistice. Il est envoyé en mission officielle, donc comme inspecteur de l'armée de l'Anatolie orientale, et pour procéder à la démobilisation, si vous voulez, en fait, de cette armée. Et c'est là que il va en fait enfreindre cette mission et organiser une résistance en Anatolie orientale. Contrairement à la tradition kémaliste, au geste kémaliste tel qu'on veut bien la faire croire ici et là, le mouvement de libération n'est pas né avec Mustafa Kemal. Le mouvement de libération naît avant que Mustafa Kemal quitte Constantinople. Ici et là se créent des mouvements, les uns contrôlés par les unionistes, d'autres par des intérêts extrêmement locaux. Et tous ces gens-là ont un réflexe nationaliste ou patriotique qui est de dire nous n'acceptons pas que la Turquie soit occupée et dépecée par les uns ou par les autres. Il y a quelques bandes armées qui commencent à organiser une résistance. Une partie des notables des provinces, notamment de la Méditerranée, de la côte méditerranéenne, commencent à organiser une résistance. Et ces notables sont des notables qui se sont considérablement enrichis par l'extermination des Arméniens et la réappropriation de leurs biens.